Bienvenue dans le podcast de santé intégrative féminine Libère des mots. Nous abordons la santé préventive et curative des femmes, qu'elles soient mamans ou non, en bonne santé ou malades, en quête de leur physiologie ou en quête de sens. Le podcast met en lumière le travail des soignants des hôpitaux et des villes, des thérapeutes, à travers des parcours inspirants de femmes. Des expertises de santé autour des pathologies féminines durant les saisons sont parsemées en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminine quotidienne et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous, parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Camille Tallet, que j'ai vraiment la joie, l'honneur aussi de vous faire rencontrer cette perle, cette femme qui fait plein de choses pour les femmes. On va parler de douleurs pelviennes chroniques d'endométriose. Elle va nous apporter son éclairage et surtout, vous allez un peu écouter son parcours. Je pense que ça vous donnera aussi plus d'idées du pourquoi elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour Nina. Comment vas-tu? Très bien Nina, merci. Alors, tu es à Lyon ou tu es encore entre Mons et Parvaux? Je suis un peu à Lyon, un peu à Chamonix et beaucoup par Mons et Parvaux. Ok. Alors, je vais te laisser te présenter pour dire un petit peu aux personnes ce que tu fais. Alors, moi, je suis sage-femme et à la suite de mes études de sage-femme, j'ai fait des études d'ostéopathe qui, avec ces deux casquettes, me permettent de prendre en charge des femmes qui souffrent de douleurs gynécologiques et donc de pouvoir leur apporter des solutions non médicamenteuses à leurs douleurs. D'accord. Et donc, tu arrives à juguler tes deux activités et aussi, tu formes aussi? Alors, déjà, la formation, c'est assez essentiel puisque si demain, je ne suis plus là, il faut bien qu'il y ait des gens qui prennent la suite. Donc, oui, c'est une grande partie de mon activité, c'est de former à ces techniques que j'ai appris pendant mes années d'ostéopathe. Effectivement, j'utilise les deux dans ma pratique professionnelle au cabinet. Je vais faire beaucoup de ce que j'appelle la sage-famerie, donc beaucoup de consultations avec ce que nous, on sait faire en tant que sage-femme. Et puis, à certains moments, quand mon métier de sage-femme a ses limites, je vais utiliser ma casquette d'ostéopathe, mais surtout pour les techniques internes. L'avantage qu'on a en étant sage-femme ostéopathe, c'est ça, c'est de pouvoir venir travailler en interne directement sur les organes touchés. Et donc, toujours dans cette idée de transmettre des connaissances, des approches, tu as écrit un livre qu'on peut retrouver facilement, qui s'appelle « Au bonheur des vulves », que je vous invite à retrouver, qui classe un peu plusieurs petites pathologies, et grandes aussi, parce que tu parles des candidoses, tu parles aussi de l'endométriose, et elle parle aussi des hormones. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qu'on peut avoir même dans son cabinet en tant que professionnel ou patiente pour comprendre un peu ce qui se passe dans son corps et poser les bonnes questions aux professionnels qu'on a en face de nous. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller l'acheter. Tu l'as écrit quand déjà? Je l'ai coécrit avec Élise Thiebaud et il est paru en octobre 2021. Donc, il y a D'accord, ok. Ah oui. Ça marche. Et c'était une belle aventure qui nous fait encore bien rire avec Élise aujourd'hui. Et donc, si je te demande de décrire avec tes mots ton parcours, la douleur, c'est quoi pour toi la douleur? Quelque chose qui handicape sacrément la vie des femmes, quelque chose qui est souvent pas compris et qui nécessite une approche, pour la plupart du temps, pluridisciplinaire. Pour moi, la douleur, c'est surtout écouter et comprendre. Essayer de comprendre comment ça s'est installé, essayer de comprendre quels sont les retentissements de cette douleur et ensuite essayer de comprendre qu'est-ce que ma patiente peut, en l'état actuel des choses, faire ou ne pas faire.
Mmh. Ouais, c'est beau ce que tu dis dans l'état des choses, faire ou ne pas faire. Parce qu'effectivement, parfois, quand on a tellement mal, elles vont estimer ce qu'elles sont capables de faire et pour se soulager. Et je trouve que c'est une notion qui est quand même pas mal, qui est importante finalement à évoquer. Ben oui, surtout que quand moi je fais des séances d'ostéo-gynéco chez des patientes notamment qui ont de l'endométriose, le risque, si elles sont déjà un peu inflammatoires et que moi Mmh. je viens lever des tensions, créer aussi de l'inflammation parce que je viens mobiliser des tissus, Mmh. eh ben, je risque après d'avoir un effet rebond si je me bride pas un peu dans ma séance Mmh. ou que ou que la patiente veut en faire trop et me dit: «Bah, non, Oui. c'est pas grave si j'ai mal, vous pouvez y aller quand même». Non, en fait, le deal, c'est quand même toujours de respecter, si on peut, la non-douleur, de la Mmh. patiente ou en tout cas, arriver par, des phénomènes en comptant la douleur pendant la consultation, à pas dépasser un seuil qui pourrait faire que derrière, elle va être Oui. plus douloureuse que soulagée. Mmh. Ouais, c'est vrai que maintenant, on a quand même les échelles numériques d'évaluation de la douleur. Si les personnes ne se connaissent pas, je trouve que ça peut aller très vite en consultation, faut pas rentrer dans des grands débats et orienter sa prise en charge. D'accord Parce et que donc les femmes ont souvent faussement l'impression que si ça fait mal pendant la consultation, ça va aller mieux. c'est vrai Bah, que non, non. c'est Ah, vrai. ça passe mal. Mmh. Alors, on va parler des douleurs pelviennes chroniques d'endométriose. Voilà, c'est une pathologie que toutes les 2 on affectionne, et on essaye de vraiment apporter toutes nos compétences autour de ça. Moi, je sais que le yoga va aider aussi, mais qu'il y a vraiment tout ce qu'on peut, comme tu disais tout à l'heure, faire en prise en charge en interne. Enfin, il y a vraiment plein de choses, aussi autour qui peuvent aider à accompagner ces femmes-là. Et là, ce soir, j'aimerais que tu puisses justement me parler de ton approche. C'est quoi? Comment est-ce que tu, vois ces douleurs pelviennes chroniques et qu'est-ce qu'il y a comme composant pour toi? Alors, déjà, la douleur pelvienne chronique, c'est un symptôme à part entière, de l'endométriose, donc de n'importe Tout quel à type fait. d'endométriose. Et ça, c'est important parce que certaines femmes vont avoir que des douleurs pelviennes chroniques. Et Oui. on peut se dire qu'à partir du moment où la patiente a ce symptôme-là, elle peut probablement, ou plus ou moins probablement, souffrir d'endométriose. Mmh. Donc, c'est un symptôme important qui n'est pas à négliger. Il semble quand même qu'on retrouve le syndrome de douleur pelvienne chronique plutôt, associé à autre chose, c'est-à-dire Oui, avec des femmes qui vont avoir, des douleurs, des dysménorrhées et ensuite ça va donner des douleurs les pelviennes douleurs chroniques. pelviennes, tout à fait. Mmh. Voilà. C'est plus souvent retrouvé comme un effet secondaire des autres symptômes de l'endométriose et le problème, c'est que ces douleurs pelviennes chroniques, eh bien, elles sont très invalidantes au Mmh. quotidien pour les femmes. Et donc là où les dysménorrhées, même si c'est horrible, sont invalidantes pendant 4, 5, 6 C'est jours, ça, exactement. Là, c'est tous les jours qu'on peut vraiment souffrir, en fait. Mmh. exactement. Là, ça impacte réellement la vie du quotidien, la vie sociale, la vie du travail ou du collège ou du lycée. Et donc, c'est un symptôme qui complique vraiment Mmh. l'existence. Mmh. Dans ces douleurs pelviennes chroniques qu'on peut avoir pendant l'endométriose et comme tu disais, justement, c'est un des symptômes et je trouve que parfois, c'est très compliqué pour la femme, celles qui ont des douleurs chroniques pelviennes, de se dire que c'est de l'endométriose ou pas. Parce que parfois, dans le cabinet, il y en a qui viennent, et qui n'attribuent pas ça du tout à l'endométriose et quand nous, moi, je fais une prescription d'échographie, et qu'après on voit avec les médecins, il y a une endométriose, elles se disent: «Mais mince, comme j'avais tout le temps mal», Mm. et je trouve que c'est ce que tu disais, on disait là, c'est chronique. Elles ne se disent plus que comme c'est pas cataménial, que c'est pas relié aux règles, que peut-être qu'il y a des douleurs qui sont pelviennes chroniques liées à l'endométriose. De toute manière, devant des douleurs pelviennes chroniques, c'est difficile de faire le diagnostic d'endométriose Mmh, versus, par exemple, le diagnostic d'une congestion pelvienne, qui serait exactement. plutôt un problème plutôt vasculaire, ou un problème qui serait d'une compression nerveuse, même si la description en fait des douleurs, c'est là que ça va nous aider. Parce Mmh, que une patiente qui aurait des douleurs nerveuses, ben, elle va avoir des douleurs qui vont être plutôt lancinantes, qui vont suivre des trajets. mmh.
alors qu'une patiente qui aura de la congestion veineuse, elle va avoir ses douleurs plutôt en fin de journée. Alors que la patiente qui a une douleur pelvienne chronique due à de l'endométriose, elle va être très invalidée dans ses mouvements, puisque c'est les adhérences qui vont en fait créer une restriction de mobilité. Donc, vraiment, c'est important d'interroger précisément les symptômes de la patiente, à quel moment elle a mal, qu'est-ce qui soulage ou ne soulage pas, pour pouvoir s'orienter dans le diagnostic. Mais bien sûr, on pourra s'aider d'examens complémentaires, type échographie avec plus ou moins Doppler et scanner ou IRM si besoin. Ok, donc quand tu as une patiente, toi qui viens te voir, peut-être dans le cadre de l'ostéopathie par exemple, qui te dit j'ai des douleurs dans le petit bassin, tout ça, qu'est-ce qui va être toi ta ligne directrice? Comment tu mènes un peu cet interrogatoire pour la guider, proposer des solutions par rapport à ce que toi tu sais faire et puis d'autres intervenants peut-être? Alors, quand on vient me voir pour des douleurs pelviennes chroniques, la première chose, j'ai besoin de faire décrire cette douleur. Donc, ce que vous disiez avant, de savoir si c'est plutôt une douleur type nerveuse, congestive ou une douleur d'endométriose. Donc, ça, vraiment, je vais demander à la patiente d'élaborer sa réponse, d'essayer bien de m'expliquer ce qu'elle ressent, à quel moment dans la journée. Est-ce qu'il y a des mouvements qui redéclenchent ces douleurs-là? Ensuite, je vais quand même creuser les autres symptômes de l'endométriose parce que combien de fois elles ont des dysménorrhées, mais comme on leur a dit que c'était normal, elles ont oublié. C'est vrai. Donc, on retrouve quand même des petites choses qui vont nous aider. Donc, que ça soit de la dysménorrhée ou que ça soit, par exemple, un transit très ralenti avec Oui, une tout à fait. constipation chronique ou justement, on va retrouver une chute sur la voie publique avec un bassin qui aurait pu être traumatisé ou des douleurs post-accouchement, des choses comme ça, qui vont pouvoir nous orienter vers telle ou telle possibilité diagnostique. Et puis, je vais rarement, voire jamais, examiner sur une première fois, même en ostéopathie. En tout cas, pas faire de travail interne, puisque je m'aiderai certainement d'une imagerie entre chaque, sauf si la patiente me dit que c'est OK, que je puisse examiner. Et dans ces cas-là, on va quand même pouvoir faire la séance si je sens qu'elle me dit qu'elle n'est pas trop douloureuse, qu'elle se code sur des EVA qui sont de l'ordre de la gêne, pas de la douleur. Oui, ouais, c'est ça, en dessous de 4. OK. Voilà. Et donc là, une fois que tu fais ton examen, que tu mets des mots dessus sur la fréquence, la caractéristique les caractéristiques de ces douleurs-là, qu'est-ce qui va aussi, toi, dans ta prise en charge, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Alors, j'ai plusieurs options. Si la patiente ne vient pas de trop loin, je prendrai l'option de ne pas l'examiner à la première séance Oui, et je vais, à la première séance, mettre en place des exercices de respiration. ouais, ça c'est La fondamentale, je pense que c'est pas à toi qu'on l'apprend, de remettre en mouvement le diaphragme thoracique avec le diaphragme pelvien qu'on appelle le périnée, remettre du mouvement dans cet abdomen et puis remobiliser ce périnée qui souvent est tellement en hypertonie, Ouais, essayer de maintenir ce bassin pour qu'il bouge plus du tout, pour essayer c'est de ça. lutter contre ces douleurs. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est mon objectif numéro 1. Si la patiente ne vient pas de trop loin, je vais faire ça. Donc, à ma première consultation, je ne ferai que ça. Et je vais demander à la patiente de travailler un peu ces exercices pour remettre en mouvement ce périnée et cet abdomen. Et puis, je la reverrai à un autre moment, peu importe le moment, etc. Et donc, dans une deuxième séance, eh bien, on va venir travailler en interne. Donc, soit il y a besoin d'un travail externe, bah, ça je le fais, soit on peut aller directement se focaliser surtout sur le diaphragme, l'abdomen, le bassin. Donc, ça, c'est les Oui. choses que je vais faire à peu près systématiquement pour m'assurer que toutes ces parties-là du corps de cette patiente sont mobiles ou en tout cas vont pouvoir être mises en mouvement. Et puis, si la patiente le sent, on va pouvoir venir travailler en intravaginal. Le but étant de se rapprocher au maximum des structures et Oui. notamment de pouvoir venir mobiliser l'utérus par rapport à en avant la vessie et en arrière le rectum, Direct, ouais. puisque la clé, c'est de redonner du mouvement aux structures pour que de nouveau, quand il y ait des mouvements dans le bassin, que ce soit des mouvements respiratoires ou des mouvements de marche,
eh bien, on est non seulement un périnée qui se relâche, mais des organes du petit bassin qui coulissent bien les uns avec les autres. Mmh. Et donc parfois, justement, quand tu disais tout à l'heure que ce périnée essaye de tellement se contracter pour, limiter les mobilisations, du bassin parce qu'il est douloureux, on peut justement avoir des dyspareunies qui sont, conséquentes, des douleurs, pelviennes qui se sont créées, aussi dans cet endroit-là. Et toi, tu arrives, enfin, je sais qu'on en a déjà parlé, mais est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu vas, quand une patiente vient comme ça et qu'on se rend compte, parce que finalement, nous, on va souvent se rendre compte quand on veut retravailler la rééducation de périnée, on dit, oula, le périnée, il est tonique, et parfois, c'est des effets causes, conséquences. Est-ce que dans ta pratique, est-ce que le vaginisme qui va être derrière ou la dyspareunie qui va être derrière, est-ce que tu sens que ça se relâche beaucoup plus? Par où tu commences en fait? Alors, effectivement, c'est ce que je vais établir lors de ma première consultation. Mmh. On aura mis, de toute manière, toutes les patientes vont mettre en mouvement leur périnée, Oui. puisque je vais avoir besoin d'accéder au fond du vagin, et donc je vais devoir passer ce muscle du périnée. Donc, vu que j'ai pas Mmh. envie de me faire broyer les doigts à chaque consultation, je préfère qu'elle ait anticipé un peu la chose. Mmh. Donc, effectivement, une fois qu'elle a mis en place cet exercice de contracter, relâcher, eh bien, je vais pouvoir lui poser la question, si je ne l'ai pas fait avant, de savoir si elle souffre de douleurs Ouais. d'intromission, de douleurs pendant les rapports, de douleurs quand on met un spéculum ou n'importe quoi qui rentre dans son vagin, pour pouvoir faire un diagnostic de vaginisme si aucune pénétration n'est possible, ou Exactement. de vestibulodynie s'il y a une pénétration qui est possible, mais très douloureuse. Mmh. Et dans ce cas-là, si jamais effectivement ma patiente souffre de vaginisme ou de vestibulodynie, eh ben, je ne vais pas faire ma séance d'ostéo à la deuxième séance. Je vais d'abord m'occuper de travailler avec la patiente ce relâchement périnéal, cette détente musculaire. Et ça va peut-être nous prendre 5-6 séances avant que ce périnée, de nouveau, soit d'accord de se contracter, certes, mais surtout de se relâcher, Mmh. et retrouver toute son amplitude de mouvement, que la patiente n'éprouve plus de douleur au toucher si elle Ouais. en avait. Et donc, après, dans un autre Mmh. temps, je viendrai travailler les douleurs du fond dues Mmh. à l'endométriose. Mais effectivement, c'est très important de prendre en charge ces douleurs d'intromission ou même ce vaginisme, c'est-à-dire cette Ouais. anticipation à la pénétration douloureuse. Mmh. Et donc, je sais que enfin, je sais ce que c'est la vulvodynie, tout ça, mais est-ce que tu peux rappeler justement aux personnes qui nous écoutent, ce que c'est, la vulvodynie et la vestibulodynie? Parce que c'est des douleurs et qu'on peut justement aussi retrouver quand on a de l'endométriose et qu'on peut confondre, Alors, j'ai même s'il te envie de plaît. parler de dyspareunie, puisqu'on parle Ah ben, on y va. Oui, tu as raison, c'est bien. parce que en fait, on a le terme générique qui dit dyspareunie, ça veut dire douleur pendant les rapports, Mmh. quand on rentre quelque chose dans son vagin. Dans ces dyspareunies, on va avoir les dyspareunies d'intromission. Mmh. Donc, c'est quand il y a quelque chose qui vient rentrer dans le vagin. Donc là, on va avoir des vulvodynies ou des vestibulodynies. Donc, vulvodynie, c'est une pathologie qui a été bien décrite par une société savante qui s'appelle l'ISSVD et qui a dit que c'était des douleurs au contact de quelque chose ou spontanées sur toute la vulve. Mmh. Donc, c'est une patiente qui peut être dans la queue du supermarché et bim, Et elle se met elle à a avoir mal à la mal, vulve. Voilà. Ou elle est assise dans son canapé tranquillou et hop, elle se met à avoir mal à la vulve. mmh. Donc ça, c'est vraiment la vulvodynie, douleur spontanée ou provoquée sur toute la vulve. Ensuite, on a une autre dyspareunie d'intromission qui s'appelle la vestibulodynie. Mmh. Donc ça, c'est comme si on faisait un focus sur l'entrée de la vulve. Donc c'est une patiente qui va avoir mal. Si on imagine que l'entrée vaginale est une horloge, eh bien, elle va avoir mal entre 3 heures et 9 heures. Mmh. Et ça va être une douleur qui, pour le coup, va être plutôt au contact. Quand quelque chose vient toucher, bim, ça fait comme Ouais, une ça crée brûlure. Voilà. Après, on a un tout petit peu à part le vaginisme, puisque le vaginisme, c'est une douleur d'anticipation. On n'a même pas touché, même pas ouais, on s'est approché, les réflexes. rien que l'idée, ça fait mal. Mmh. Donc ça, c'est pour les dyspareunies d'intromission. Ensuite, on va avoir les dyspareunies de présence, c'est-à-dire que quand ce quelque chose est dans le vagin et qui va faire des mouvements, eh ben, il va y avoir des frottements sur la paroi vaginale qui vont être douloureux.
Donc ça des dyspareunies de présence. Et enfin, on a la dyspareunie fundique ou balistique. Et quand ce quelque chose qui est dans mon vagin va buter au fond. En fait, ça bute souvent contre le col de l'utérus qui est pas mobile, donc il n'arrive pas à se mettre au plafond pour laisser passer ce quelque chose dans mon vagin. Ouais. Et ça, c'est un signe très important d'endométriose. Et Et bien sûr, la dyspareunie de fond peut donner une dyspareunie d'intromission, bien sûr, par anticipation. Exactement. C'est ça que j'allais justement dire pour bien, comme tu avais très bien expliqué, et que c'est important parce que des fois, on dissocie la dyspareunie des douleurs pelviennes, mais on peut avoir des dyspareunies balistiques comme ça qui viennent créer des douleurs pelviennes. Et nous, souvent, les sages-femmes, c'est des femmes comme ça qu'on va avoir qui vont dire j'ai des troubles de sexualité, notamment à la pénétration au fond quand ça cogne. Et parfois, elles associent ça peut-être au stérilet qui a été mis, aux examens. Et en fait, en creusant, on se rend compte que maintenant, en fait, c'était déjà un peu comme ça depuis un petit moment. Donc, non, c'est bien que tu refais ce petit point. Et je crois que c'est très, très important de connaître ces différents stades de douleur parce que le problème, c'est que on banalise énormément la douleur pendant les rapports ou alors on en fait l'omerta totale. Ouais, un tabou. Les patientes, elles ne savent pas trop si elles ont le droit d'en parler, si c'est normal ou pas. Et donc, très souvent, quand elles ont des douleurs du fond, elles disent ah bah oui, bah, je me suis habituée, on ne fait plus telle ou telle position. Posture, tout à fait. Bah non, vous avez le droit de faire le cheval volant si vous avez envie de faire le cheval volant, quoi. Cheval volant. Oui, on imagine. Ou la couette s'arc-boutant ou je ne sais quoi. Enfin, en gros, on doit pouvoir feuilleter le Kama Sutra sans aucun problème. Oui. C'est pas normal d'avoir mal à l'entrée, pendant ou après. Ou après. Et c'est d'ailleurs un signe, je pense que les postures qu'on adopte sont vraiment un signe aussi pour dire la bonne santé qu'on a dans notre bassin. Si on est bloqué, qu'on a tout le temps la même posture, moi souvent, en tout cas, c'est un signal pour moi quand je demande à une femme comment elle dort ou comment est-ce qu'elle vit les rapports, comment elle se positionne. Et là, je pense qu'on peut déjà avoir, comme tu disais, beaucoup d'éléments dans le trajet de la douleur, dans les sensations qu'elles vivent. Et non, c'est important. Et donc là, quand on parlait justement de ces contractions réflexes qu'on peut avoir très très forts qui vont bloquer en fait toute la mobilité du périnée, de la vulve, de l'entrée de la vulve jusque plus haut, est-ce que il t'arrive d'avoir, parce que ça j'en ai quand même moi des fois en consultation avec des femmes qui ont l'endométriose, je pense que c'est aussi lié à l'inflammation, elles ont des vulves très irritables, mais tu sais comme en tension, en turgescence, enfin souvent ce qu'elles me disent c'est comme si c'est électrique. Tu vois, je ne sais pas si toi, dans ce que tu fais comme travail, si ça te parle, ça, ce genre de sensation. Eh oui, parce que en fait, du fait de cette absence de mouvement, on va avoir un très mauvais retour veineux. D'une part, donc ça veut dire que si tu as un mauvais retour veineux, ça veut dire que potentiellement tu as une stase de sang dans les vaisseaux du petit bassin. Et qui dit une stase de sang, du sang veineux, donc du sang avec plein de déchets. Donc si ce sang il reste en stagnant, par effet de concentration, les éléments vont fuiter des vaisseaux et donc vont créer de l'inflammation, de l'œdème sur la zone vulvaire. Oui. C'est pour ça que la mise en mouvement du périnée, c'est la première chose à faire et c'est la première étape du traitement puisque à chaque fois qu'elles vont contracter et relâcher, elles vont faire un retour veineux avec ce mouvement de nouveau qui circule, ce sang qui circule bien dans le pelvis. Donc ça, c'est effectivement, ça arrive. Et puis après, bien sûr, l'hypertonie périnéale peut venir appuyer sur des terminaisons nerveuses et donc effectivement créer comme ces décharges qu'elles peuvent avoir au niveau de la vulve, bien évidemment, que ça peut arriver aussi, tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses du microbiote vaginal? Je pense qu'on est à l'aube de découvrir beaucoup de choses, que le microbiote vaginal est la clé de beaucoup de maux MAUX de la femme et que en fait on le décape, on l'embête, on lui fait la chasse. Nous, en tant que femmes, avec nos petites lingettes, nos petits protège-slips et autres moyens d'avoir une vulve scintillante. Des déodorants vulvaires.
Voilà, pour ne pas les citer, exactement. Tout ce qui, bien sûr, est un ennemi de la vulve, sachant que normalement, notre vulve est auto-nettoyante, notre vagin est auto-nettoyant. Il y a besoin de personne pour justement pas venir gêner ce microbiote qui, ces lactobacilles, qui sont notre armée de défense, puisque quand même le vagin est un espace ouvert, qu'on se le dise. Et donc, nos germes, qui sont nos fantassins, ils viennent de notre système digestif, ils passent de l'anus au vagin grâce à un espèce de tapis roulant qui s'appelle un film hydrolipidique. Si on passe sa vie à nettoyer sa vulve et à la vouloir toute sèche, eh bien, le tapis roulant ne marche plus, les lactobacilles n'arrivent plus dans le vagin. Ouais. Et alors là, c'est le début de la catastrophe. Exactement. Et je pense que c'est là que des fois, on ne voit pas ce petit cercle vicieux qui s'enclenche, mycose, enfin, tu en parles un peu dans ton livre, justement, les mycoses qui se mettent en place à répétition. On ne sait même plus si on a des mycoses ou si c'est ce manque de mobilité qui commence tout doucement dans le vagin et puis qui monte et qui crée justement des congestions. Et je pense que c'est un peu... ce film dont tu parles, voilà, je suis contente qu'on en reparle là parce que c'est quelque chose qu'on met de côté et qui est déjà la base de la bonne santé de la femme pour tout son périnée, son plancher pelvien et ses douleurs en fait aussi. De toute manière, je suis connue pour cette phrase que je ne peux pas ne pas dire, vulve heureuse, vulve soyeuse, parce que s'il y avait une seule chose à retenir, ça serait ça. Arrêtons de lutter contre notre infection. Et le problème, c'est que l'endométriose, par ces phénomènes inflammatoires, par tous les traitements qu'on va mettre pour diminuer les œstrogènes, par ces douleurs qui vont faire de la contraction musculaire, eh bien tout ça, ça va aller à l'encontre de la lubrification vulvaire et vaginale. Exactement. Donc, il faut, comme on ne sait pas toujours bien les bons traitements, au moins mettre de l'huile sur sa vulve, ça, c'est bon, on sait le faire. C'est facile. J'allais en arriver là, parce qu'effectivement, dans les soins qu'on peut faire, déjà nos auto-soins, toute seule, il y a vraiment cet apport déjà lipidique et qui va justement permettre que la personne se réapproprie son corps, le masse. Voilà, dans le livre, tu as des petits schémas et puis on voit bien que les premiers muscles, en fait, ils sont déjà tout autour de la vulve. Et oui, cette huile dans le... Comme tu dis, je rigole parce que je t'imagine la vulve soyeuse. C'est très important, parce qu'on s'en souvient. Une fois que c'est dit, c'est bon, clac, c'est allé. Donc, mettre de l'huile. Est-ce que tu as des huiles à conseiller? Enfin, j'en connais quelques-unes, enfin, on en parle nous, mais voilà, est-ce que tu peux donner des huiles que les femmes peuvent appliquer? Et puis, est-ce que tu as peut-être des horaires, des conseils comme ça? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a deux grandes catégories d'hydratants. Donc, il y a vraiment les crèmes à base d'acide hyaluronique qu'on va pouvoir utiliser, que les femmes vont pouvoir utiliser si elles n'aiment pas le caractère huileux. Donc, ça fonctionne très, très bien. Elles peuvent en mettre dans le vagin, elles peuvent en mettre sur la vulve. Et ensuite, il y a les huiles. Et les huiles végétales, on va pouvoir utiliser de l'huile d'onagre, qui est un phytoœstrogène, qui marche extrêmement bien. C'est efficace. Voilà, quand on a de l'endométriose, un syndrome prémenstruel, quand on a de la sécheresse vulvo-vaginale, ça marche extrêmement bien. Mais on peut aussi, si on ne veut pas de phytoœstrogène, utiliser des huiles plus neutres, comme de l'huile de jojoba, de l'huile d'amande douce. Et attention, on privilégiera l'huile de coco quand on a des infections validées à type de mycose. Oui, parce que comme ça, en plus, ça peut être un peu plus efficace que si on l'a appliqué tous les jours, son effet, il sera moins, les cellules seront moins réceptives. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux. Si on aime l'huile, on peut prendre de l'huile. Si on n'aime pas l'huile, on peut prendre une crème à l'acide hyaluronique. L'idée, c'est vraiment le temps où il y a cette sécheresse vulvaire et vaginale, c'est de vraiment apporter de l'hydratation. Plutôt que de manger des tonnes de probiotiques tous les jours qui coûtent cher et qui, de toute manière, ne passeront pas de l'anus au vagin si la vulve n'est pas bien lubrifiée. Et avec cette précision aussi que parfois, pendant nos règles, notre cycle menstruel, on va avoir ces changements avec les hormones qui vont créer des sensations qui ne sont pas agréables et que quand on a déjà beaucoup de douleurs comme ça d'endométriose, on peut justement tout mélanger entre, il y a une sensibilité qui est due au cycle et une sensibilité qui est liée à l'endométriose. Et donc, je trouve qu'à ces moments particuliers du cycle, ça peut être intéressant d'appliquer ces petites crèmes pour...
Oui, et puis après, il faudra il faut pas non plus être totalement fermé à la possibilité d'utiliser, s'il y avait besoin, une hormonothérapie pour Oui, bloquer les règles sur quelques cycles, exactement. permettre à l'inflammation de diminuer, Oui, à la peau de reprendre toutes ses capacités de lutte contre tout. Et donc, ensuite seulement de se dire, allez, maintenant que tout va bien, je peux arrêter mon hormonothérapie, reprendre un exactement. cycle sur quelque chose de bien plus posé, Mm. bien plus confortable. Exactement. Et je trouve que tu l'expliques bien, hein, cette absence de circulation qui va créer justement la peau est censée être plastique, enfin avoir une mobilité, une plasticité. Et si celle-là, elle est perdue, déjà rien que ça peut déjà faire mal en fait et créer des Sûr. douleurs qui montent un peu plus haut. Ok. Qu'est-ce que tu penses des périodes de pré- et post-opératoire, justement, par rapport à l'endométriose et aux douleurs comme ça? Parce que, pardon, parfois, on a des femmes qui n'avaient pas spécialement, elles ont une endométriose, mais elles ne disent pas spécialement qu'elles ont des douleurs pelviennes. On opère. Parfois, on trouve des nodules et elles vont avoir des douleurs pelviennes qui s'installent, qui n'étaient peut-être pas identifiées, mais qui s'installent peut-être en post-opératoire. Comment est-ce que toi, tu abordes ça, cette cicatrisation, peut-être des tissus? Alors, ça, c'est un grand sujet parce que le post-opératoire se prépare avant l'opération. On est d'accord. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a deux grandes catégories. Il y a Mmh. la première catégorie, facile, euh, mais facile dans le sens vraiment, on va enlever les douleurs, c'est-à-dire le fait de prendre une hormonothérapie. Je ne dis pas que c'est facile de prendre une hormonothérapie Tout parce à que fait, ça peut on avoir monte. des conséquences, Ouais. mais disons que globalement, c'est facile dans le mécanisme. On bloque les règles, la Mmh. patiente est opérée, on rebloque les règles toujours après l'opération pour diminuer l'inflammation qui est due Exactement. à Mmh. l'opération. Et une fois que la patiente, elle a bien calmé son inflammation, on a même fait des séances pour bien redonner de la mobilité suite à l'opération pour pas qu'il y ait d'adhérence Mmh. Post post-opératoire. ouais. Voilà. Et bien là, elle va pouvoir arrêter sa contraception, donc son hormonothérapie, si elle le désire. Ça, c'est presque le cas le plus facile si la Mmh. méthode en améliorée est possible. Oui. Si pour X raison, ce n'est pas possible ou ce n'est pas désiré, ce qui est tout à fait entendable, eh bien, il va falloir qu'on sorte l'artillerie lourde, c'est-à-dire que effectivement, on va s'aider de tout ce qu'on peut en termes de préparation, donc avec un périnée qui sera mobile, Oui, une alimentation hyper c'est clair. anti-inflammatoire. Ouais, ça aide bien Voilà. aussi. Ça, c'est sûr que c'est intéressant, même des compléments alimentaires anti-inflammatoires. Mmh. On va pouvoir utiliser des techniques non médicamenteuses de prise en charge de la douleur, par exemple l'utilisation de TENS, Oui, ça marche voilà, bien aussi. voilà, en post-chirurgie qui fonctionne extrêmement bien. Et puis, dès que la patiente se sent, on va pouvoir effectivement refaire ces séances d'ostéo interne, toujours pour limiter les adhérences. Et puis ensuite, la patiente va reprendre le cours de sa vie tranquillement en étant normalement bien améliorée. Mmh. Mais ça se prépare absolument avant Oui. le après. Ouais, c'est ça. C'est que des fois, en fait, je pense que, j'étais justement en consultation avec une patiente, et en fait, on fait la séance, d'exercices de yoga pour qu'elle puisse se remobiliser. Je lui dis: «Est-ce que ça va?» Elle dit: «Non, je n'ai rien ressenti». On a peut-être, en tant que sage-femme ou autre, hein, déjà avoir cette rééducation aux sensations des femmes qui, parfois manquent pour que dans des périodes comme ça, quand tu dis le pré-op et le post-op, ça se prépare, qu'elles puissent vraiment se réapproprier le corps, pas un souvenir ou une absence de connaissance d'elles, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Redonner la parole, écouter pour faire un plan d'action. Vraiment, Oui. co-construire un plan d'action. Ne pas Mmh. arriver avec nos certitudes, c'est voilà, se dire, voilà, vous avez envie de quoi? Ou alors, si vous ne savez pas, voilà, moi, je vous propose 3 types de Oui. prises en charge et laquelle vous va, Mmh. laquelle vous parle. Ouais, super. Et si je te dis canapé? Canapé, c'est un mot de code? Motus? Non? Pyramide? C'est trop vrai. Canapé, sieste, sieste, nuit, nuit, oui. Je peux faire longtemps, hein, si tu veux. Ah, je vois ça.
Non, 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 c'est une question pour mettre fin à notre moment d'échange que je pose souvent. Canapé, chill, good life. Ouais, je prends. Ah ouais, génial. Donc voilà, c'est pour justement permettre aux auditeurs d'écouter tout ce que tu as partagé en étant posés sur leur canapé tranquillement et de prendre peut-être des notes et de peut-être relayer et de dire que voilà, il y a des choses qui sont possibles parce que parfois on n'est pas informé. Donc voilà. Donc je te remercie beaucoup Camille pour cet échange, ces précisions, ta bonne humeur. Enfin, tu mérites à être vue, connue. Donc pour ça. Toi de même, Nina. Tout pareil. Non, mais voilà, je suis contente de t'avoir croisée, vue et re-revue, donc puis on se reverra. Donc Avec plaisir. Sur le canapé. sur le canapé, voilà. Donc Camille est à Lyon et un peu partout en fait. Et tu sors bientôt, c'est peut-être pas encore un teaser, mais bon, tu partageras dans les réseaux ton prochain. Ouais. Un prochain livre, mais qui est en totale gestation, genre gestation de baleine, 18 mois. On est tranquille, on est très tranquille. Il y a le temps de voir venir. Ah ouais, génial. Et donc, il y a l'association Périnée Bien-Aimée que tu gères aussi. Voilà, ils ont un compte Instagram. Je vous invite vraiment à aller suivre les aventures. En tout cas, merci pour toutes ces femmes. À bientôt, Camille. À bientôt, Nina. Retrouvez-nous toutes les deux en tant que formatrices, notamment à Médic Formation, Camille pour tout ce qui est douleurs pelviennes, moi pour tout ce qui est yoga et endométriose, yoga santé féminine. N'hésitez pas à tester justement les quelques exercices qui vous sont proposés dans la plateforme Yoga Santé Féminine pour vous soulager. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. À bientôt pour un prochain épisode. Libère des mots.